Salut Catherine et Pablo. Salut, Salut, salut. salut. Bon alors Catherine, tu as des lunettes de soleil, c'est pas genre pour te la péter, c'est juste parce que tu sors d'une opération. Je tiens à préciser à ceux qui nous regardent que c'est la raison pour laquelle tu portes des lunettes. Euh, Exact. Ça va? Ça ne va pas durer la semaine prochaine. Oh oui, la semaine prochaine, ça sera fini. J'ai une Bon. opération des yeux, voilà. Donc on dirait que j'ai eu une bagarre avec les fachos là. À propos des fachos, justement, on va parler quand même pas mal aujourd'hui de l'extrême droite, puisque l'écart se resserre entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. En tout cas, pour le second tour, on sent que Marine Le Pen est en train de gagner des points et ça pourrait être bien la donne de cette élection. Hein. Ça pourrait être la surprise, enfin la surprise, le cauchemar de cette élection. Même si Marine Le Pen, d'ailleurs, dans une tribune, c'est dans son interview du JDD, on va y revenir, mais c'est marrant parce qu'elle explique que le cauchemar de cette élection, ça serait qu'il y ait un second tour Mélenchon-Macron et pas du tout Le Pen-Macron. Bon, bref. Donc, on va parler de Marine Le Pen. On va parler des différents meetings qu'il y a partout aujourd'hui dans la France, puisque Jadot est en meeting au Zénith de Paris, Mélenchon est au Prado à Marseille, Pécresse est à l'est de la France, mais en zoom parce qu'elle est covidée. Fabien Roussel est dans le sud, lui, nord-ouest, parce qu'il est du côté de Toulouse. Et puis Éric Zemmour, il fait son grand meeting où il espère rassembler le plus de monde possible de toute cette campagne. Ça sera au Trocadéro tout à l'heure à Paris. Donc on va revenir sur tout ça. C'est les derniers meetings avant le démarrage officiel de la campagne qui démarre demain. Donc petit enjeu quand même, parce qu'après, tout le monde aura le même temps de parole, égalité de temps de parole au moins dans les médias. Sur cet écart qui se resserre entre Macron et Le Pen, on voit quand même que les sondages, Marine Le Pen a bénéficié d'une petite dynamique ces dernières semaines qui semble se tasser au moins au premier tour. Mais au second tour, elle prend quasiment 5 points depuis le 15 mars, je crois. C'est assez colossal quand même. À vous. Ouais. Oh, ben, Catherine. oui, je pense que c'est le fruit de très nombreux facteurs. Hein. D'abord, mathématiquement, l'extrême droite est très très haute. Hein. Si on additionne Marine Le Pen, Éric Zemmour et Dupont-Aignan, on est au-delà des 30%. Donc, elle a, par rapport à la dernière fois, l'extrême droite a progressé. Bon, la dernière fois, ils étaient en dessous de 30, parce que malgré tout, il fallait aussi ajouter Dupont-Aignan à Marine Le Pen et il faisait près de 5. Donc, ça l'a amené à 28-29. Là, elle va être au-delà de 30 et approcher les 33. Donc, un électeur sur 3 qui va voter pour l'extrême droite. Donc, évidemment, ça la met en force si c'est maintenu. Hein. C'est-à-dire que si on a cet étiage-là, ça, c'est la première raison, je dirais, de base et qui est vraiment alarmante. Hein. En tant que telle, quelle que soit l'issue du second tour, en tant que tel, le résultat de l'extrême droite au premier tour est un signe très très inquiétant qui ne doit pas du tout être banalisé et qui devrait justifier vraiment que la gauche mobilise très fortement pour essayer de l'enrayer. La deuxième chose, après on en discutera plus, mais la deuxième chose, c'est qu'elle a fait une très bonne campagne où elle a bénéficié, sa stratégie est rentrée en résonance avec celle de Zemmour. C'est-à-dire qu'elle a éludé tous les sujets qui clivent et ça ne veut pas dire qu'elle a changé, on en rediscutera. Si on écoute bien ce qu'elle raconte, elle ne change pas son logiciel, mais elle apparaît comme beaucoup plus raisonnable par rapport à Éric Zemmour. Et donc, du coup, elle apparaît comme étant une plus rassembleuse, hein, que face à Macron qui clive et Zemmour qui surclive. Du coup, elle apparaît comme plus rassembleuse. Et moi, ce que je pense aussi, c'est qu'il y a des digues entre la droite et l'extrême droite qui ont vraiment pété. Donc, un report d'une partie de l'électorat de Pécresse sur Marine Le Pen est facilité. Et enfin, dernier point, je pense qu'une partie de la gauche est contaminée aussi par cette banalisation de Marine Le Pen. C'est-à-dire qu'au fond, l'idée que ça ne serait pas si grave que ça nous affecte. Et donc, Le fait que ce soit pas si grave que ça, que quoi, elle passe au second tour, tu veux dire non, même qu'elle se retrouve face à Macron et que du coup, tu parlais des écarts qui se resserraient entre Macron et Marine Le Pen. Ce que je veux dire, c'est que je pense qu'il y a une partie de la gauche qui pense que c'est pas absolument catastrophique, l'élection de Marine Le Pen, et qui donc peut penser aller à la pêche. Je pense que ça va être
totalement de l'ordre de l'anecdotique, des gens qui peuvent de gauche voter pour Marine Le Pen pour battre Macron, machin bidule. Ça, je pense que ça sera de l'ordre de l'anecdotique. Par contre, ça peut ne pas être anecdotique, le fait que les gens ne se déplacent pas pour aller voter Macron, surtout vu les belles promesses qu'il nous fait, quoi. Ouais. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que je pense qu'elle sera haute au premier tour et qu'elle a des tas d'éléments qui font qu'elle peut être très haute au second. Bon, je ne crois pas qu'elle peut gagner. Franchement, en mon fort intérieur, je ne crois pas, mais je pense qu'elle peut être très, très haute au second tour. Et que donc, l'idée qu'elle s'installe dans le paysage, ou que le Front National s'installe dans le paysage comme une force parmi d'autres, véritablement, et non pas comme une force que l'on tient à la limite du jeu, peut progresser très sensiblement. Est-ce qu'une Marine Le Pen haute signifierait une extrême droite extrêmement divisée après l'élection présidentielle? Alors moi je suis assez pour prolonger ce que disait Catherine juste avant et pour aussi répondre à ta question Pierre. Moi je pense que Marine Le Pen elle fait de la politique en fait, contrairement à Éric Zemmour, on l'a déjà dit ici, tu vois, qui est un idéologue et elle fait de la politique, mais donc du coup elle cherche en fait en permanence ces compromis dynamiques qui lui permettraient de gagner à la fois d'être présente au second tour et à la fois de gagner l'élection présidentielle. Et elle fait ça en permanence, contrairement à Zemmour, qui lui en gros, il dit ce qui lui passe par la tête, ce qu'il a toujours envie de dire, et c'est souvent des horreurs qui sortent de son cerveau, mais il a absolument rien à foutre de rien. Tu vois. Et d'ailleurs, il le dit, la dernière fois, j'ai vu une interview de lui, il dit une horreur, et le journaliste est un peu choqué, et en gros, lui répond, il dit pas rien à foutre, mais il dit, genre, vraiment, j'en ai rien à foutre de ce que vous pensez, et même si je choque. Marine Le Pen, elle, c'est le compromis dynamique en permanence. C'est-à-dire qu'elle est stratégique, c'est une stratège. Je pense qu'elle a pensé cette campagne depuis 2017, depuis sa défaite au deuxième tour de 2017. Il s'est avéré qu'est arrivé dans le paysage Éric Zemmour, et comme a dit Catherine tout à l'heure, il est rentré parfaitement en résonance avec sa stratégie de dédiabolisation. Et après, il y a le fait que potentiellement l'extrême droite pourrait être à 30%, en fait, est en train de nous affecter tous collectivement. D'abord, elle affecte nos médias. C'est-à-dire, et la façon dont on en parle. Moi, je lis à la fois dans les médias papier, quand j'écoute la radio ou quand je regarde la télévision. Maintenant, il y a plus d'un tiers, hélas, de la surface médiatique qui est occupée par l'extrême droite. On n'est pas occupé à parler de l'extrême droite. C'est l'extrême droite qui parle. C'est-à-dire que là, par exemple, dans le JDD, tu citais le JDD, Marine Le Pen, c'est un tapis rouge, et puis les questions qu'on lui pose sont des questions tout à fait normales. Alors, elle répond des horreurs sur énormément de sujets, mais il n'y a absolument aucun problème. Elle est traitée, en fait, complètement à égalité des autres candidats, qui soient de la droite républicaine ou du gouvernement ou de la gauche. Ce qui est un problème en soi. Parce que ce qu'elle raconte, je le rappelle, parce qu'il faut toujours le rappeler, le fonds de commerce en fait de l'extrême droite, ça reste la xénophobie et le racisme. Et d'ailleurs, elle ne se prive pas, même si elle est dans un espèce de compromis dynamique, comme je le rappelais tout à l'heure. C'est quand même ça la colonne vertébrale en fait de son programme et de son projet pour la France. Ensuite, une dernière chose que je voulais dire, parce que il y a un truc que j'entends maintenant, on entend ça depuis plusieurs semaines, et ça vient de tous les groupes politiques, enfin de tous les candidats et candidates à l'élection présidentielle, c'est le fait de dire attention, il faut que vous votiez pour moi, parce que sinon, c'est l'autre qui va arriver au second tour. C'est-à-dire que Jean-Luc Mélenchon fait ça, il dit il faut que vous votiez pour moi parce qu'on doit dégager l'extrême droite au premier tour. Marine Le Pen dit ça, il faut que vous votiez pour moi, sinon ça va être le cauchemar Jean-Luc Mélenchon qui va arriver au second tour. Et maintenant, on a même Emmanuel Macron qui commence à le faire. Parce que, genre, ce qui se passe, que tu parles du JDD du jour, dans le JDD du jour, il commence à nous faire, en gros, la petite musique qui dit attention, Emmanuel Macron pourrait ne pas être au second tour. Enfin, je veux dire, ça va être difficile pour lui, il faut se mobiliser, etc. C'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce que ça veut dire ça? Il dit oui, les macronistes sont inquiets. Mais lorsqu'ils disent les macronistes sont inquiets au JDD, qu'est-ce qu'ils font? En fait, ils essayent de mobiliser les macronistes pour que les macronistes aillent voter et au premier tour et au second tour.
Mmh. je note en fait ces stratégies dans les différentes écuries et ce que j'en tire, tu vois, c'est que certes, derrière, il y a des projets qui sont identifiés à la fois chez Macron, chez Mélenchon ou chez Marine Le Pen, mais là, c'est une recherche un peu de moins pire en fait. C'est-à-dire que finalement, dans les derniers temps de la campagne, il est plus temps de développer un projet. En revanche, il est encore temps de mobiliser les électeurs contre, tu vois, et de dire, et d'ailleurs c'est ce que fait aussi Jadot et Hidalgo quand ils passent leur temps à taper sur Mélenchon, sur les questions de la guerre en Ukraine et du rapport à Vladimir Poutine. En fait, ils créent des rejets et ils se disent, oh, bah, peut-être qu'en créant ces rejets, on va bénéficier d'un espèce de vote, de vote pseudo utile. Je ne sais pas si c'est une très très bonne stratégie de la part des uns et des autres, mais en tout cas, voilà, je note qu'elle existe. Alors, je pense qu'elle existe, ouais, je pense qu'elle existe, mais je pense que vraiment, elle ne recouvre pas la totalité du champ. D'abord, deux choses. La première, moi, j'ai noté que, par exemple, Jordan Bardella a fait un interview dans lequel il dit « Marine Le Pen est la meilleure candidate de la droite », ce qui n'est jamais arrivé. C'est-à-dire que là, ils essayent d'avoir une stratégie. C'est très, très important comme évolution. Moi, je vais en dire deux mots sur ça. D'abord cette histoire de rassembler contre ou rassembler son camp pour. Donc, à droite, à l'extrême droite, je veux dire, Marine Le Pen commence à dire « je suis la meilleure pour battre Macron et faire gagner la droite ». Donc, elle se situe, en tout cas pas elle, mais Jordan Bardella, c'est-à-dire son bras droit, son porte-parole, celui qui a vraiment la parole légitime, le fait. Et ça n'a pas, enfin c'est d'une autre façon, mais Bompard, qui est le directeur de la campagne de Jean-Luc Mélenchon, a fait la même semaine un interview dans lequel il employait 10 fois le mot gauche, qu'il fallait rassembler la gauche, qu'il fallait toute la gauche, etc., que Mélenchon c'était la gauche, etc., etc. C'est-à-dire que Mélenchon et Marine Le Pen eux-mêmes ne se qualifient pas comme le candidat de la gauche et elle, la candidate de la droite et encore moins la candidate de l'extrême droite. Par contre, ceux qui sont juste derrière et ceux qui sont écoutés dans le champ politique par leurs électeurs, qui sont reconnus, eux, ils entendent bien ce qui est en train de se dire. C'est-à-dire que moi, je crois que c'est pas vrai que c'est simplement un voter contre, c'est aussi une recherche d'élargissement du champ à l'extrême droite, comme du côté de Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon veut rassembler la gauche et Marine Le Pen dit « je suis la meilleure », pas simplement des nationalistes. C'est ça qu'elle dit. Bon, c'est des patriotes, ce qu'elle disait, enfin, je suis la meilleure candidate des patriotes. Non, non, maintenant, c'est des patriotes et de la droite. C'est-à-dire, donc je considère que là, c'est quand même quelque chose, une stratégie qui n'est pas que contre. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que je crois, en tout cas très fortement pour Marine Le Pen et Emmanuel Macron, qu'ils ont fait leur la théorie de Sarkozy, le deuxième tour se gagne au premier tour. C'est-à-dire qu'il faut être fort au premier tour. Il faut arriver en force. C'est celui qui est fort au premier tour qui emporte au second tour. On a regardé ça à la rédac un jour cette semaine et on a regardé ce truc-là et ça se confirme. Je veux dire, c'est celui qui arrive en tête au premier tour qui emporte l'élection présidentielle. Or, c'est pas mathématique, c'est pas obligatoirement comme ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a évidemment une dynamique qui peut se créer et tout ça. Bon, donc, mais avoir une force, un élan au premier tour, ça vous met quand même en situation de gagner au second tour. Donc Marine Le Pen, elle ne joue pas simplement sa qualification au second tour, je pense qu'elle sera qualifiée au second tour, mais elle cherche à avoir le plus fort résultat au premier tour et le moins d'écart possible avec Emmanuel Macron. Maintenant, je veux réinsister un tout petit mot sur cette histoire de la déclaration de Jordan Bardella de cette semaine. C'est que je pense que là, vraiment, on est en fait ce qui a été au cœur de cette campagne à droite en subliminal, c'est-à-dire au fond, comment va se restructurer le camp de la droite après. Elle marque un point très fort, alors qu'elle n'est pas la candidate de l'alliance des droites et de l'extrême droite. C'est Zemmour qui a porté cette idée, mais c'est elle qui va peut-être en tirer le bénéfice politique. C'est-à-dire que c'est elle qui va bénéficier de ce pétage de digue entre la droite et l'extrême droite, et elle se positionne là aujourd'hui pour dire « je suis celle qui peut rassembler notre camp ».
Alors, c'est pas sans risque pour elle, parce que être assimilée à la droite, quand la droite, c'est Valérie Pécresse, et quand la droite, c'est aussi Emmanuel Macron, je pense que le risque politique, il est très sérieux pour elle, parce que ça ne fait pas envie à son électorat populaire de se retrouver pris dans le grand ensemble de ceux qui sont des néolibéraux, avec toutes les régressions sociales, etc. Ce que Marine Le Pen évite de faire. Mais enfin, en tout cas, voilà, ce que je veux dire, c'est que je pense qu'il y a une évolution dans le discours de Marine Le Pen et dans son positionnement qui fait qu'elle va tirer les marrons du feu vraiment à plusieurs titres de la présence d'Éric Zemmour, ce qui serait quand même Est-ce que quand même il y a un sujet, tu disais tout à l'heure qu'il y avait je sais plus ce que tu dis, peu importe, mais comment tu l'as dit, mais il y a quand même le sujet de la retraite à 65 ans quand même et la retraite à 60 ans. C'est-à-dire qu'on voit que Marine Le Pen, elle a bénéficié d'une progression assez forte et puis quand elle a commencé à revenir sur ce sujet du maintien de la retraite, du retour de la retraite à 60 ans, elle s'est retassée dans les sondages. Emmanuel Macron, quand il a fait son annonce sur les 65 ans, il a commencé à chuter. Est-ce qu'il y a quand même un sujet pour les deux un peu touchy là, sur la dernière ligne droite des 15 jours sur la réforme des retraites? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose? Moi, je pense que pour Marine Le Pen, moi, je pense que pour Marine Le Pen, il y a un problème social. C'est-à-dire, évidemment, elle parle à des catégories populaires et on voit que dans les milieux ouvriers, employés, c'est là qu'elle fait ses meilleurs résultats. Donc, d'ailleurs, ça fait partie aussi de ses points de faiblesse, parce qu'il faut vraiment qu'il ne lui arrive pas la même déconvenue qu'au régional, c'est-à-dire que le monde populaire ne se déplace pas. Donc, elle a cet enjeu de mobiliser le monde populaire, comme Jean-Luc Mélenchon là, d'une certaine manière, mais encore une fois, elle a des réserves du côté de la droite et de l'extrême droite qui sont moins présentes et moins mobilisables par Jean-Luc Mélenchon. Mais donc il y a cette question, je pense, du social qui est très important et sur lequel elle a voulu se différencier, même de Éric Zemmour, en disant moi, je ne suis pas du côté du néolibéralisme, donc elle a voulu marquer sa différence. Mais ce que je pense, c'est que Marine Le Pen, elle cherche à être crédible et crédible aux yeux du groupe dirigeant au sens large de notre pays. Et que dire la retraite à 60 ans, c'est… non, la retraite, c'est pas sérieux, quoi. Ça fait pas sérieux. C'est comme quand elle disait en 2017 qu'elle voulait sortir de l'euro. Elle a conclu en 2017 que cette proposition l'avait mise dans le mur et lui avait finalement fait perdre des électeurs, mais aussi l'avait décrédibilisé, même dans son débat face à Macron. Et je pense qu'elle cherche déjà à stabiliser ses arguments pour le second tour. Donc, elle est par ailleurs, et c'est mon dernier petit point, moi j'ai un peu regardé son histoire de chiffrage de son programme. C'est une grosse blague son chiffrage, parce qu'en fait elle fait tout un développement disant qu'elle est contre la théorie du grand remplacement et qu'elle respecte les Français qui ont eu la nationalité française, quand bien même elle ne l'aurait pas donnée, mais qu'elle respecte l'état de droit et patati patata. Ceci étant, ce qu'elle envisage, c'est quand même de récupérer 18 milliards de recettes sociales sur le dos des gens qui seraient étrangers ou issus de l'immigration. Donc, ça veut dire qu'elle prend largement, elle ne prend pas simplement ceux qui sont officiellement des gens qui ne sont pas de nationalité française. C'est-à-dire qu'elle ne sait pas financer ce qu'elle raconte, quoi. Comme elle n'a pas du tout l'ampleur révolutionnaire, je dirais, de Jean-Luc Mélenchon, donc elle est coincée et elle ne sait pas faire… voilà, donc elle maintient sa retraite, alors que l'autre Macron, là, il dit, moi, je vais vous faire suer la retraite à 65 ans et c'est avec ça que je vais pouvoir payer les EPR, quoi. Ils ont tellement l'obsession en plus des migrants que même Zemmour, je me souviens, lors de ses premiers grands meetings enflammés, il nous avait expliqué qu'il allait augmenter les salaires des Français en supprimant les aides des étrangers, ce qui est surréaliste en termes de proportion et de juste prix. Mais, c'est la même chose, elle dit la même chose. Marine Le Pen a dit pareil. Et juste, je recommande à ceux qui nous suivent sur la question des retraites, la retraite à 65 ans de lire le très long papier, mais surtout très complet et très bien fait de Bernard Marx qu'on a diffusé cette semaine sur la retraite, qui est vraiment très bien. Ça donne vraiment des billes et c'est un bel sur regard.fr. Sur regard.fr, ouais, c'est un bon outil, je trouve, intellectuel d'autodéfense intellectuelle, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'arguments. Vas-y, Pablo. Moi, juste rebondir sur la question de la retraite à 60 ans.
Non, et d'abord sur la crédibilité du programme, de crédibilité économique du programme de Marine Le Pen, juste le mettre en rapport justement avec sa recherche d'être la candidate de la droite. Si elle veut être la candidate de la droite, elle est obligée en fait d'être crédible, comme tu l'as dit, Catherine, d'un point de vue économique. C'est-à-dire que ça fait partie. À l'extrême droite, on s'en fiche. Enfin, je veux dire, elle peut balancer des trucs de troll en permanence, de troll d'extrême droite. C'est pas très grave en fait que rien du programme ne soit très cohérent économiquement. En revanche, si elle veut s'imposer comme étant une potentielle candidate de la droite, elle a besoin en fait de la validation des espaces économiques, que ce soit l'Institut Montaigne, genre le MEDEF, etc. Parce que c'est ça aussi qui crée aujourd'hui une candidature à droite, c'est lorsque le MEDEF ou l'Institut Montaigne ou je ne sais quoi t'adoube. Et pour être adoubée, elle a besoin d'être cohérente économiquement. Après, sur la question de la retraite voilà, d'avoir son AAA, exactement, quand elle va aux rencontres d'ex ou je ne sais quoi. Après, sur la question de la retraite à 65 ans, moi, je ne suis pas sûr, en fait, qu'il y ait une vraie corrélation, en fait, entre une mesure d'un programme et comme la retraite à 65 ans, même si c'est central, hein, même si c'est très important parce que ça touche énormément de gens, etc., et un vote. Et j'en veux pour preuve, en fait, ce qu'a raconté Catherine dans le débrief de la semaine dernière, c'est-à-dire la recomposition de notre espace politique autour de trois pôles, un pôle de gauche autour de Jean-Luc Mélenchon, un pôle du centre-droit autour de Macron et un pôle d'extrême droite autour de Marine Le Pen. En fait, ce qui ressort en fait de ces trois pôles, c'est la question, c'est le projet. Mais c'est le projet en général. C'est pas le projet en particulier. C'est pas parce que Emmanuel Macron sur tel sujet, on va se dire ah ouais ça me plaît, ou Mélenchon ah ouais je suis homosexuel et il propose genre je sais pas quoi, et puis chez Marine Le Pen. Non, je pense que ce que maintenant ce qui est en train surtout dans cette dernière ligne droite de la campagne, on est en train d'identifier les candidats autour de leurs grands projets pour la France. Et d'ailleurs, je trouve ça plutôt chouette. En fait, je trouve ça plutôt intéressant en fait à ce moment de la campagne, ça soit les visions en fait de chacun des candidats qui arrivent un peu à s'étoffer et à se construire, et du coup à donner une cohérence en fait à notre vote dans 2 semaines. Parce que sans ces visions-là, c'est vrai que c'est toujours un peu compliqué. Enfin, moi, les trucs de comparateurs de programmes qu'on peut trouver sur certains sites, c'est souvent, c'est très pénible à lire, et deux, au final, ça ne dit absolument rien, en fait. C'est-à-dire que moi, je suis très heureux de savoir que Jean-Luc Mélenchon ou Macron ou je ne sais pas qui a financé son programme, enfin qu'ils ont mis des flèches dans tous les sens pour nous expliquer comment ça allait se passer. Mais en vrai, moi, ce qui m'intéresse, c'est en dynamique, quoi. Qu'est-ce que c'est que ce bonhomme, en fait, qui se présente, qui veut mon suffrage, et que ça soit à l'extrême droite, à la droite ou à la gauche, et dans quelle direction il a envie de m'emmener, et ce, malgré les forces contraires qui vont s'appliquer à lui, que ce soit Emmanuel Macron, va y avoir les forces sociales qui vont se mettre, à mon avis, on va essayer de se mettre en barrage de tout ce qu'il va nous proposer, et si c'est Jean-Luc Mélenchon qui est élu président de la République, ça va être les forces de l'argent et du capital qui vont se mettre en barrage de toute sa volonté. Mais ce qui m'intéresse, c'est où est-ce qu'il veut aller et où est-ce que je vais me situer par rapport à ça. Ouais. Alors moi, je suis fondamentalement d'accord avec toi et pas tout à fait. C'est-à-dire fondamentalement d'accord, c'est que ce qui se joue à l'élection présidentielle, c'est un type de société, un rapport au monde, une façon d'être, une façon de concevoir la manière d'exercer le pouvoir, etc., etc. Donc c'est fondamentalement ça qui se joue. Ceci étant, ça, c'est la partie que l'on explicite pendant des mois et des mois. C'est cette patte qui se travaille. Mais cette patte qui se travaille, elle instille, elle fait qu'on sait à peu près ce que chacun a comme représentation, comme proposition de fond, sur quel monde, quelle France, etc. Mais ça va se cristalliser dans des éléments. C'est-à-dire que ça ne va pas simplement se cristalliser dans le discours, ça va se cristalliser dans la personnalité des candidats. C'est-à-dire que moi, je crois que c'est très important, la personnalité, c'est-à-dire la façon d'être, la façon de se comporter, la façon de parler. Ça dit où on se situe. Et on voit bien où se situent les uns et les autres.
je ne sais pas, je vais pas enfoncer la pauvre Anne Hidalgo, mais la pauvre Anne Hidalgo ne peut pas, par son histoire, son être, etc., sa façon d'être, ne peut pas représenter une gauche dans les circonstances de la France d'aujourd'hui. Ça, ce n'est pas possible. Voilà. Donc, je pense qu'il y a des questions de personnes qui cristallisent. Et puis, il y a des propositions aussi qui cristallisent. Et je pense que la question de la retraite à 65 ans, ce n'est pas une proposition parmi d'autres. C'est-à-dire qu'en fait, elle-même, elle rassemble en son sein beaucoup de questions. C'est-à-dire qu'elle parle de la protection sociale, évidemment. Elle parle du rapport au travail. Donc, quelle place du travail dans la vie? Est-ce qu'on est là pour travailler ou est-ce que le travail fait partie de la vie? Tu vois, c'est déjà pas la même chose. Elle parle de qui finance, parce que Emmanuel Macron, il ne dit pas qu'il a besoin de faire la retraite à 65 ans pour sauver le régime des retraites. Hein. Ce n'est pas ça qu'il raconte. Parce que d'ailleurs, le corps ne dit pas ça. L'organisme officiel ne dit pas qu'il y a un problème de financement des retraites. Lui, ce qu'il dit, c'est tout ce que j'ai besoin de faire, il faut bien que quelqu'un le paye et ceux qui peuvent le payer, c'est le travail. Et le travail des travailleurs. Voilà. Donc, c'est bien une idée de où se trouve la richesse, qui peut payer les propositions que je vous fais. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que je ne crois pas qu'on fasse, je l'ai assez dit, on ne vote pas pour les uns ou pour les autres, pour les 178 propositions, les 782 et les 428. Ça, je n'y crois pas du tout. Par contre, la personnalité, le style de campagne et quelques propositions qui vont incarner véritablement une vision qui est au-delà de la proposition elle-même. Et là, la question de la retraite, à mon avis, elle porte quelque chose qui est bien au-delà de simplement l'âge à laquelle tu as le droit de faire valoir comment ça s'appelle, tes annuités, etc. Encore faut-il développer l'argument, enfin les arguments pour la retraite à 65 ans ou à 60 ans de façon correcte. Voilà, Pablo, c'est ça que je veux te dire, c'est que c'est pas encore faut-il les développer. Je pense qu'ils ont été développés. C'est-à-dire que la manière… Chez Mélenchon, oui, mais pas chez Macron, par exemple. Ben si, chez Macron, quand il te dit pour faire tout ce qu'on a à faire, il va falloir travailler plus. Et travailler plus, ça veut dire quoi? Ça veut dire là. Et il te dit très clairement, il dit il faut mettre plus d'argent pour la transition énergétique, pour les EPR, pour l'école, pour la dépendance, pour truc, pour bidule. Tout ça, ça va coûter 50 milliards. Et qui va payer ces 50 milliards? Les travailleurs en partant à la retraite plus tard. Il ne te dit pas qu'il prolonge la durée de vie. Il te dit très clairement, je ne toucherai pas aux grandes fortunes. Il n'y a aucune mesure dans le programme de Macron qui impacte les plus riches. La seule façon qu'il a de financer, ces augmentations de dépenses, ces baisses de recettes, c'est la retraite. Donc, il te dit très clairement, il va falloir travailler plus. Et qui va travailler plus? Les gens entre 60 et 65 ans. Voilà, c'est très, très clair. Tu disais tout à l'heure que la gauche avait une responsabilité aussi dans tout ça. On a parlé d'Emmanuel Macron, évidemment, et puis on l'a dit plein de fois, on l'a écrit dans Regard, combien le quinquennat d'Emmanuel Macron a participé aussi de la progression de l'extrême droite en France. La gauche a une responsabilité, les médias ont une responsabilité. Mais je ne sais pas que la gauche a une responsabilité dans la progression de l'extrême droite en France. Hein. Ce n'est pas ça que je veux dire. Ah, peut-être que tu ne veux pas dire ça. Moi, en tout cas, je le pense. Moi, je ne pense pas que la gauche a une responsabilité. La gauche a une responsabilité en ce sens qu'elle n'a pas réussi à proposer un projet, une alternative, parce qu'elle s'engouffre dans des mobilisations où elle n'a pas lieu d'être. Donc, elle donne une légitimité à l'extrême droite. Je parle évidemment de la manifestation des flics, mais je parle de bien d'autres choses encore. Mais juste un mot quand même, parce qu'il nous reste 7 minutes sur la mobilisation, la tribune des intellectuels qu'on a publiée hier dans Regard et l'appel à la mobilisation à Ivry le 4 avril. Tu nous en dis un mot, Catherine? Oui, moi je suis très contente qu'on ait été saisis par des militants des quartiers qui nous ont demandé appui avec Mediapart et Politis. Donc d'abord, je trouve ça très sympa d'être maintenant, ça devient un peu récurrent quand il y a des mobilisations à gauche, de faire appel à, on vient d'avoir un meeting Stop Bolloré et c'était avec Mediapart et Politis. Et donc on fait un peu une espèce de team là des journaux. On n'a pas tous le même positionnement et certainement pas le même poids, mais on contribue chacun à notre manière à rabouter un peu cette gauche, et notamment cette gauche militante dont
finalement que nous ne connaissions pas tant que ça, c'est-à-dire les militants des quartiers. On n'avait pas tant de rapports que ça, on en connaît quelques intellectuels qu'on fait venir dans la Midinale, mais on ne les connaissait pas tant que ça. Et d'abord, je suis très contente qu'ils nous aient sollicités et je suis très interloquée par ce que je découvre. C'est-à-dire, je découvre d'abord un extrême éclatement de la mouvance antiraciste. C'est quelque chose d'hallucinant, au point que on décide de faire le 4 avril et on découvre par hasard qu'il y a une manifestation le 3 avril sur le même thème. Personne Le n'était au thème, on l'a pas dit, courant. pardon, j'ai mal présenté, mais le thème, c'est l'antiracisme. Oui, l'antiracisme. Donc, le 3 avril, il y a une manifestation appelée en gros par les partis de gauche et les syndicats de gauche. Et nous, on fait notre truc avec les associations antiracistes des quartiers. Donc, ça paraît bizarre quand même que les partis de gauche et les assos n'aient pas contacté les quartiers. Et donc, ils ne sont pas au courant. Et donc, Ouais. voilà. Bref. Et moi, ce que je pense, c'est que le problème que nous rencontrons à gauche d'un éclatement entre tous, en fait, est un problème qui est général et que nous voyons là. Et si Regard contribue un peu à faire des ponts et des liens, franchement, on aura rempli notre mission de service public de Et la on peut gauche. retrouver toutes les informations sur le site de Regard, mais aussi Politis et Oui, il y a un très bon Média. texte. Il y a un Regard, très bon texte avec beaucoup de signatures intellectuels, qui nous d'artistes font et bien d'associations plaisir. des quartiers. Exactement. Et on Allez, espère retrouver tout le monde le 4 avril le 4 à avril à Ivry Ivry. le soir, 19h, 23h. Et il faut le noter, ça sera sympa, ça sera drôle, il y aura des tas de choses différentes. Ce ne sera pas simplement des paroles, ça va être Non, des paroles, mais ça va être de la réflexion, des humoristes, des films, de la musique, ça va être super. allez, vos coups de cœur, Catherine, Pablo. Moi, si tu veux, je peux commencer. Enfin, moi, c'est pas Vas-y. vraiment un coup de cœur, c'est plutôt un hommage. Parce que cette semaine est décédée une grande figure de la danse contemporaine qui s'appelle Marie-Thérèse Allier. Elle dirigeait un lieu qui s'appelle la Ménagerie de Verre, qu'elle avait ouvert il y a maintenant 40 ans, enfin toute seule dans son coin. C'était un lieu autogéré qui maintenant est largement financé par le public. Elle avait découvert, en fait, il y a 40 ans, hein, enfin, il y a 30 ans, elle avait découvert plein de grands noms de la danse contemporaine et elle est décédée cette semaine. Donc voilà, donc je voulais lui rendre hommage. Et d'ailleurs, c'est l'occasion pour les Parisiens et les Franciliens. En ce moment, il y a un festival à la Ménagerie de Verre. Donc c'est de la danse contemporaine. C'est parfois un peu compliqué de prime abord parce que c'est de la danse contemporaine très très pointue. Mais ouais, en ce moment, il y a un festival. C'est des formes qui durent, ça dure rarement plus d'une heure. Donc, même si genre, vous comprenez pas tout, vous pouvez quand même y aller. Parce qu'il y a vraiment, moi j'ai vu des choses encore cette semaine assez extraordinaires là-bas. Alors, moi, vous allez tout comprendre. C'est pour ceux qui ont l'abonnement de Netflix, comme j'étais un peu immobilisée ces quelques jours avec cette opération. Du coup, j'ai regardé la série Drôle sur Netflix. C'est pas mort de rire, hein, mais c'est très sympathique. Et c'est surtout, je me suis dit, tiens, Fabien Roussel, il devrait regarder. Parce que ce dont il est question, c'est d'une jeunesse de stand-uppers, en fait. Hein, c'est des stand-uppers qui racontent leur vie et c'est leur vie sexuelle, leur vie face donc la question des rapports entre les femmes et les gens, et les hommes et comment on vit la sexualité aujourd'hui, les rapports avec les flics, la question du racisme. C'est tout n'est pas présent dans cette série, mais en tout cas les préoccupations très très fortes d'une jeunesse d'aujourd'hui sont bien présentes et de façon assez drôle avec cette histoire de stand-upper et puis bon d'autres choses aussi. Je crois que c'est 5 ou 6 épisodes de 1 heure, un peu moins. Voilà, moi en tout cas, ça m'a fait passer un bon moment. Et bon, bah, en ce moment, c'est pas mal, quoi. Ça fait du bien. Et toi, Pierre? Et moi, écoute, moi, ça sera un coup de cœur pour une maison d'édition. Le monde de l'édition va pas très bien en ce moment parce que les gens ont la tête ailleurs, mais aussi parce qu'il y a des méchants monsieur qui mangent les autres maisons d'édition pour en faire des objets politiques pas très heureux. Mais non, là, c'est un coup de cœur pour le Seuil parce qu'ils ont sorti une collection Libelle. Je ne sais pas si ceux qui suivent la Midinale ont pu le voir. On a reçu pas mal d'auteurs, mais là, franchement, je viens de lire le dernier là, qu'on a reçu qui s'appelle L'ensauvagement du capital, qui a été écrit par Ludivine Bantini. C'est des tout petits essais d'une quarantaine de pages max, en petit format. Ça coûte 4,50 € et c'est des vrais outils, je trouve, j'en parlais tout à l'heure, mais c'est des vrais outils intellectuels et je trouve qu'on a besoin de ça aussi en ce moment
de retrouver un peu des écrits qui nous donnent matière à réfléchir et matière ouais, je le disais, autodéfense intellectuelle. Il y a celui de Clémentine Autain aussi, pour laquelle on a reçu Clémentine, le faussaire de la République, mais il y avait aussi celui de Cécile Alduy qui s'appelait La langue de Zemmour. Vraiment, c'est des petits essais qui sont vraiment très bien, pas chers. Et voilà, c'est les éditions du Seuil. Le temps des lectures d'aujourd'hui aussi. Oui, C'est pas simplement que c'est pas cher, ouais, c'est que nous sommes hyper sollicités tous, tous les podcasts, toutes les télés et toute la vie qui nous appelle. Donc, je trouve que là, c'est un format qui correspond à nos temps de vie d'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, c'est dimanche, il fait beau, on va aller se balader. Ou alors peut-être ceux qui nous regardent, ils vont aller dans les meetings, ils vont aller au Prado à Toulouse et je ne sais où. Allez, bon dimanche. Ouais. Ciao. Salut, à la semaine prochaine.